Sunderlight Productions. Dans cet épisode, nous parlons de voyage, d'influence, de livres photos, d'amalgame, de photos au coin de la rue et au bout du monde, d'opposer la culture au paysage, de se perdre, d'évoluer en tant que touriste, de l'envers du décor, de la prochaine photo, de faire un peu de tout, d'Instagram en 2014, de découvrir de nouveaux univers, d'Angèle qui, elle, est chanteuse et pas influenceuse malgré ses 10 millions d'abonnés, de job alimentaire, mais surtout, on va découvrir que c'est pas parce qu'on écoute le podcast depuis longtemps qu'on sait répondre à c'est quoi le pire moment de ta carrière. Vous êtes tout dans l'œil du photographe. Bienvenue dans ce podcast par un photographe sur un photographe pour les photographes. Je suis Julien Pasternak et aujourd'hui, je vous emmène dans l'œil de Johan Lelos. Et toi qui es un professionnel du podcast, tu as vu qu'on a réenregistré ton nom parce que j'ai eu beau te le demander avant, j'ai encore réussi à trébucher là-dessus, quoi. T'as un peu bugué, mais ça, franchement, tu l'aurais pas refait, c'était pas grave. C'est important de faire des choses propres. Bienvenue, Johan. Bienvenue dans le podcast Dans l'œil d'un photographe. Ça me fait tout bizarre d'avoir quelqu'un qui a un vrai micro face à lui à distance, qui a des vrais écouteurs, que j'ai pas besoin de briefer à l'avance, qui sait comment ça fonctionne. Tu connais un peu le principe. On va commencer, je vais te laisser te présenter le fameux elevator pitch. Tu rentres dans l'ascenseur, Steve Jobs est là. Qu'est-ce que tu lui dis ? Tout à fait. D'abord, merci pour l'invitation, Julien. Alors, ce fameux elevator pitch que j'entends tout le monde le faire depuis bientôt plus d'un an, et je suis pas sûr de bien le faire du tout. Donc, qu'est-ce qui se passerait si j'avais Steve Jobs devant moi ? Je dirais bonjour Monsieur Jobs, je m'appelle Johan Lelos. Il y a 8 ans, j'ai eu mon diplôme en relations publiques et j'avais une passion qui était le voyage. Je voulais absolument voyager le plus longtemps possible. Donc, j'ai dit à mes parents, je me barre de la Belgique, je vais en Australie en aller simple et je sais pas quand je reviens. Je commence un tour du monde en stop et peut-être qu'on se revoit dans 10 ans. Mon but, c'était de vivre de ma passion qui était le voyage et accessoirement la photo. Et on est 8 ans plus tard et je vis de mes deux passions qui sont la photo et le voyage. Est-ce que ça vous dit de bosser avec moi ? Voilà. Donc t'es photographe. Alors c'est marrant parce qu'en fait t'as commencé par le voyage finalement. Enfin t'étais photographe probablement par passion avant. C'est ça ? Ouais, donc en fait la photo a toujours fait partie de ma vie depuis que j'ai 10 ans. J'ai toujours eu un appareil photo avec moi. Puis j'ai fait des études de communication et de relations publiques. Là, on a eu un cours de photo et c'est surtout là que on nous a plus ou moins obligés à acheter un réflexe. Et donc en 2008, 2009, je sais plus trop, je me suis acheté mon premier réflexe et en parallèle de mes études en relations publiques, j'ai commencé à faire de la photo un peu plus professionnellement. Donc des mariages, des événements, beaucoup de festivals de musique. Mais c'était pas la logique, c'était pas de partir faire des photos en voyage, c'était de voyager en fait. Là, ouais, en 2013, le but c'était de voyager et du coup j'avais mes bases, ma connaissance en photo, j'avais un bon appareil et donc forcément, j'allais prendre mon bon matos avec moi, mais c'était pas du tout la finalité d'en vivre. C'était d'abord voyager, effectivement. Ok. Je me suis noté dans un coin que tu es sur YouTube, tu fais un podcast également qui s'appelle Blue Hour, si je ne tout à fait, ouais. le nom. Alors c'est marrant, j'ai vu sur ta bio que tu es le photographe le plus suivi sur Instagram en Belgique. Ouais, ou le photographe belge le plus suivi sur Instagram, tu le dis dans le sens que tu veux, mais c'est en tout cas c'était vrai il y a quelques années. Ouais. D'accord, oui, parce que justement en préparant cet entretien, on s'est rendu compte, je me suis rendu compte que t'étais pas forcément très assidu depuis quelques ans sur Instagram. C'est vrai. Donc tu l'as dit, tu as une formation en relations publiques et justement ça me fait me poser une question qui clôturera cette introduction, qui est est-ce que on peut parler d'influenceur plus que de photographe, dans le sens où la photographie est le support de ton travail plus que ton travail en lui-même, ou est-ce que tu considères que tu es un photographe et que ça te sert dans le reste de tes activités ?
Alors c'est une question évidemment qu'on me pose très régulièrement et c'est vrai que de la part des professionnels de la communication avec qui je travaille assez régulièrement, eux me voient avant tout comme un influenceur. Moi, je me vois pas du tout comme un influenceur. Alors on va en reparler plus tard, c'est certain. Il y a clairement une part de mes revenus qui dépend de l'influence et des collaborations avec des marques, mais aujourd'hui, moi, je me considère comme étant un photographe avant tout et qui a la chance d'avoir une grosse audience sur les réseaux sociaux. Et qui est en fait qui me permet d'avoir une source de revenus différente que la photo classique, quoi. Mais tu es photographe avant tout. Bah en tout cas moi je me considère comme photographe avant tout, ouais. Alors en tout cas on peut pas t'enlever un truc, c'est que tu es un passionné de photo et ça va se ressentir quand on va parler de tes influences photo, parce que déjà moi j'ai la vidéo, donc je vois derrière toi une bibliothèque bien remplie de livres photos et il se trouve en préparant cet entretien, je me suis rendu compte que je suivais un compte Instagram qui s'appelle Photobook Junkie et que ce compte c'était toi. J'aimerais bien donc que tu nous parles de tes influences, que tu nous parles peut-être de ce compte-là, parce que je le trouve extrêmement intéressant et intelligent en fait. Bah merci d'abord, un tout grand merci. Alors Photobook Junkie, c'est une idée que j'avais eue au tout début du premier confinement et ça colle plus ou moins à la période dans laquelle je suis vraiment tombé addict, quoi. On peut vraiment parler d'addiction dans le sens où je dépense des centaines d'euros par mois en livres et en magazines et ça, tu vas voir, ça va vraiment faire le lien direct avec le vrai sujet, j'imagine, de cette émission de cet épisode, c'est que mon décrochage des réseaux sociaux, qu'est-ce qui en a découlé? C'est vraiment cette addiction pour un support plus classique, plus standard de la vraie photo, quoi. Donc, c'est-à-dire les livres, les magazines, les expos. Malheureusement, avec le confinement, c'est pas toujours aussi évident. Mais donc l'idée, elle est née de ça, quoi. Elle est née de j'ai eu une addiction, une nouvelle passion pour ces livres où j'avais vraiment envie d'aller me ressourcer dans les maîtres absolu, mais aussi les artistes, les photographes contemporains qui font du taf incroyable et qui sont pas vraiment mis en avant sur les réseaux sociaux. Et j'avais envie de partager tout ça avec une communauté. Je dis pas ma communauté, mais une communauté d'intéressés sur Instagram. Et c'est de ça qu'est née l'idée, quoi. Après, voilà, ça a mis un peu de temps à se développer. Donc, j'ai lancé ça ici en mars 2021, donc un an plus tard. Ouais. Et donc, ça, c'est vraiment l'idée. Ouais, c'était vraiment de partager cette passion avec des intéressés. C'est marrant parce que j'ai eu cette discussion il y a pas longtemps avec un ami justement où on comparait en fait la photo Instagram de la photogalerie. Tu dirais que tu as changé de catégorie en fait d'inspiration finalement. Tu n'étais peut-être pas forcément intéressé par la photo Instagram au départ des autres en tout cas, mais Alors il faut qu'on définisse avant tout. Pour répondre à cette question, on doit définir ce qu'est la photo Instagram, quoi. Et parce que Instagram, moi c'est sûr, le genre de personnes, le genre de photographes et de comptes que je suivais depuis mes débuts, donc depuis 2013 jusqu'à plus ou moins 2018, ça a été beaucoup la même chose, beaucoup de vraiment photos Instagrammable, Instagram like, Instagram proof. Et en fait, au fil de mes recherches et de mes nouvelles inspirations et de mes nouvelles sources d'inspiration, typiquement en 2018, je me suis abonné au magazine Fisheye et au magazine Polka que tout le monde connaît, en tout cas quand on aime la photo. Et à force de lire ces magazines-là, ils parlaient tout le temps de photographes dont j'avais jamais entendu parler. Mais pourquoi j'en avais jamais entendu parler? Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'abonnés et que moi, pendant 5 ans, ma seule source d'inspiration, c'était les photographes sur Instagram. Et puis donc, j'ai été voir un peu ce que eux faisaient parce qu'ils ont malgré tout un compte Instagram. Alors la plupart sont suivis par 2, 3 000, 5 000 abonnés. Mais en fait leur travail est absolument incroyable et là je me suis dit mais en fait c'est ça la vraie photo, quoi. Il n'y a pas que les mecs qui ont des centaines de milliers d'abonnés qui font de la belle photo. Ceux qui ont des plus petits comptes et qui sont vraiment finalement légitimes dans leur travail, ce sont eux avant tout. Et c'est comme ça que voilà tout ce processus s'est mis en marche, quoi. Je me suis détaché des réseaux sociaux et je me suis rapproché de la vraie culture photo. T'es tombé dans cette espèce de monde parallèle Exact, c'est vraiment un monde parallèle comme tu dis, de connaisseurs entre guillemets. Si je te demande ce qui te fait déclencher, je pense que ça tombe bien dans la suite de cette discussion. Alors, ce qui me fait déclencher, ça va être un peu bateau, mais ça va être la photogénie, quoi. C'est-à-dire que déjà il y a peu de choses qui me font déclencher, dans le sens où là depuis plus d'1 an maintenant avec le Covid, etc., forcément beaucoup moins de jobs. C'est rare quand je prends mon appareil photo, ne fût-ce que quand je vais en balade, j'ai pas toujours mon appareil photo. Donc là ici je shoote que exclusivement depuis 1 an pour des clients.
malheureusement, parce que j'ai un peu perdu la passion, la flamme de la photo, parce que je suis dans un environnement qui m'inspire pas, qui est la Belgique et chez moi. Mais quand je suis à l'étranger ou quand je suis en tout cas dans un environnement inspirant, ce qui me fait déclencher, c'est vraiment la photogénie, quoi, la belle lumière, des beaux contrastes. C'est vraiment les contrastes naturels que je recherche avant tout, souvent dans ma photo. C'est marrant que je rebondis juste sur un truc que tu viens de dire. Tu dis la Belgique ne t'inspire pas. Ouais, c'est malheureux. J'ai un peu honte de le dire. Je sais pas si t'es tombé sur Harry Gruyaert récemment ou pas. Bien sûr, c'est un grand maître. Lui, pour le coup, il a beaucoup photographié la Belgique. Et moi, je trouve que ce qu'il a fait, c'est magnifique. Et je fais partie de ceux qui pensent que le quotidien est beau. Et justement, c'est pas une logique, c'est pas ma logique de partir loin pour faire des photos. Moi, je suis le photographe. Si je pouvais travailler en bas de chez moi tout le temps, que des mariages à la mairie du 16e à 500 mètres de chez moi, je le ferais. J'arrive pas à comprendre cette logique d'avoir besoin de partir loin pour faire des photos. J'aimerais beaucoup m'aligner dans cette logique et Harry Gruyaert est un photographe que j'admire incroyablement. Enfin, le mec, il a fait ses preuves et tous ses bouquins sont absolument divins. Il gère la lumière comme personne d'autre et c'est sûr que il fait partie de mes vraiment toutes récentes inspirations, au même titre que des Eggleston ou des Meyerowitz qui sont un peu dans la même lignée et qui arrivent vraiment à photographier le banal et la vie quotidienne. Et c'est sûr que sur ces 12-16 derniers mois, je me suis vraiment senti inspiré par eux. Et pourtant, j'ai pas eu le déclic d'aller moi-même me balader dans les rues près de chez moi et aller rechercher. Alors, j'aimerais beaucoup le faire, mais c'est un exercice qui me fait peur. Et j'ai peur d'être confronté à l'échec. C'est-à-dire partir. L'échec, ce serait quoi? C'est partir, me promener à côté de chez moi avec mon appareil photo et rentrer bredouille, quoi. Et ça, ce serait un échec. Je me dis, putain, je suis pas aussi bon que, et je sais que je suis pas aussi bon que de toute façon, quoi, tu vois. Mais du coup, moi, c'est la facilité. Je cherche la facilité dans le sens où je vais à l'étranger, dans des pays exotiques, et ça, c'est facile parce que finalement, t'es tellement confronté à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui est dépaysant, t'as envie de tout photographier, et donc forcément, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est un exercice difficile, de shooter le banal. C'est vraiment très difficile, et je me prétends pas du tout pouvoir le faire. D'ailleurs, j'ai peur de le faire. D'accord. En même temps, le contre-exemple de ce que je viens de te dire, c'est que Gruyaert a aussi beaucoup photographié le Maroc. Et a pas mal voyagé, a fait son dernier bouquin, c'est sur l'Inde, celui d'avant, c'est sur les aéroports. Donc finalement, il a quand même... c'était pas forcément le meilleur exemple, mais c'est vrai que moi, ce que je vois de lui, c'est cette force justement à prendre quelque chose où il se passe a priori pas grand-chose et en faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est vrai que la question pouvait se poser. Si on parle de ta photographie, moi j'ai presque été surpris en fait en découvrant tes photos, dans le sens où je t'ai connu sous la casquette influenceur, je fais les guillemets de circonstances, donc quand on te considère comme un influenceur, forcément on te regarde pas forcément comme un photographe, et donc j'ai presque été surpris en fait par la qualité de tes photos. J'ai presque été surpris que tes photos soient aussi bonnes, qu'elles soient aussi propres, qu'elles soient aussi épurées. Alors la première question que je vais te poser, c'est déjà comment on fait des photos propres de lieux touristiques, parce que j'imagine que quand tu arrives sur un endroit, y a pas toujours, c'est pas toujours vide. Donc comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu fais pour avoir des photos aussi clean d'endroits touristiques? Et je vais garder la deuxième question. Je vais te laisser répondre à celle-ci. Je vais garder la question suivante. Alors, avant de répondre à ta première question, je vais d'abord réagir sur ta remarque, en tout cas ton étonnement. C'est sûr que, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je me considère avant tout comme photographe et je suis photographe avant d'être influenceur. L'influence en fait est venue après à moi. J'étais d'abord photographe avant d'être influenceur. C'est une suite logique de la photo. C'est ça, c'est une suite logique et quand tu dis que t'es étonné finalement de la qualité des photos, forcément ça induit le fait que les influenceurs ou les créateurs de contenu, ou tu les appelles comme tu veux, ne font pas des bonnes photos, alors qu'il y en a qui le font. Hein. Il y a des influenceurs qui ne sont pas photographes, qui sont clairement des créateurs de contenu. Et comment est-ce que je fais la différence? Et j'ai été là-dedans. J'ai été clairement à mes débuts. J'ai été vraiment dans cette dérive ou pas, moi je l'appelle dérive, mais eux certainement pas, donc c'est pas à moi de juger ça, mais j'ai été dans cette démarche où les photos que je créais étaient exclusivement dans le but de les poster sur Instagram, parce que c'était ça mon business model à l'époque. Et donc forcément quand tu crées du contenu pour les réseaux sociaux, oui tu peux te considérer comme créateur de contenu ou influenceur, mais c'est pas pour autant que la qualité des photos
est merdique, tu vois. C'est un métier, c'est un autre métier, et tu peux être très bon dans ce métier et donc faire des belles photos. Ça, c'était la petite parenthèse. Et alors, pour répondre à ta question, c'est assez simple en fait. Il suffit de se lever aux aurores et de faire le lever de soleil quand les gens dorment encore. D'accord. Ou quand c'est la période estivale, tu restes aussi très tard jusqu'au coucher de soleil. Bon, le coucher de soleil, il y a quand même souvent plus de gens qui prennent le petit apéro là en fin de journée. C'est plus facile. Et c'est beaucoup plus facile. Sinon, il reste toujours l'astuce. Enfin, moi, j'essaye vraiment d'éviter quand même les lieux touristiques. Hein, mine de rien, c'est pas mon gros dada. Typiquement, ici, j'ai mon premier vrai job qui va tomber fin du mois de mai ici, depuis le début du confinement. Et là, c'est pour un office de tourisme. Et ils m'ont envoyé, en tout cas, un itinéraire suggéré. La plupart c'est des spots touristiques et je leur ai dit c'est pas ça qui m'excite, c'est pas ça que j'aimerais faire quoi. Je leur ai proposé d'autres solutions, d'autres alternatives, et moi ce qui me passionne aujourd'hui, donc là le job c'est en Grèce, en plus je suis grec d'origine donc c'est un pays que je connais très très bien, les plages et les endroits qui me suggèrent d'aller visiter je les connais déjà. Moi je préfère vraiment aller me perdre dans les petits villages, en plus je parle grec donc c'est facile pour moi d'interagir avec les gens, de faire des beaux portraits et vraiment photographier la culture. Pour moi c'est un vrai argument touristique aussi fort que une belle plage aux eaux turquoises quoi. Maintenant voilà, ça c'est mon avis, c'est sûr que eux ont un avis différent certainement. Si je reformule, en fait, une partie de ton process, c'est de te perdre et de découvrir au hasard. Ah moi j'adore ça et c'est ce que je fais chaque fois que je pars, aussi bien pour des clients que pour surtout pour les projets perso, c'est je me perds littéralement quoi. Je regarde une carte, je me dis allez je vais là et je prends tous les petits chemins alternatifs jusqu'à y aller. C'est ça clairement c'est la meilleure façon de ramener des photos intéressantes et surtout de découvrir des endroits qui sont pas du tout connus quoi. Et j'ai tellement d'exemples à citer d'endroits où je me suis perdu et que j'ai découvert des spots de malade. Ça m'éclate que tu dises ça parce qu'en fait, moi, je fais ça dans ma ville. Ok. C'est ça qui est, qui est fou, tu vois. Je pense qu'on va y revenir fréquemment, mais tu viens de décrire exactement la manière dont je me promène dans Paris. Franchement, c'est génial. C'est incroyable. En fait, on a le même process, c'est peut-être juste que on n'a pas. C'est même pas la même approche, mais c'est peut-être qu'on recherche pas le même frisson quelque part. Je sais pas. C'est le plaisir. Je pense que moi j'ai vécu 3 mois à Paris pendant mon stage justement en relations publiques et c'est vrai que j'adorais me perdre même à Paris. Hein. Je prenais les Vélib là Mais pour toi, c'était nouveau. Et ouais, parce que c'était nouveau et je me souviens, je vivais vraiment dans le sud. Alors je suis nul dans les arrondissements, mais j'étais près du stade de rugby là dans le sud, la cité universitaire. Et je prenais le vélo et je me retrouvais tout en haut au 18e et j'allais me perdre et j'adorais ça quoi. Donc c'est pas une règle que je me fixe qui est propice au voyage exotique. C'est en fait partout où tu es, si tu te perds, tu vas toujours découvrir tu vas toujours être un peu avoir des frissons quoi. C'est ça, c'est la recherche de frissons et de découvertes et d'imprévus. Je trouve ça dingue en fait parce que finalement selon les points de vue en fait tu retrouves les mêmes choses dans des approches qui a priori n'ont rien à voir. Enfin a priori si on reprend le début de la discussion, on est entre guillemets opposés, c'est-à-dire que toi tu vas aller chercher de la nouveauté et moi je vais aller chercher du très familier et en même temps on fait exactement la même chose en fait. Exactement. Je trouve ça fou. Justement, puisqu'on parle de similitudes, c'est la question suivante. On a un petit peu préparé l'interview avant, on a eu un petit peu les discussions là-dessus. Moi, je suis en train de faire une formation de mariage avec les Touman. Donc, les Touman, c'est un peu les rois du monde de la photo de mariage. Et c'est un petit peu eux qui ont inspiré toute la Terre aujourd'hui. Et dans la formation, il y a plein de trucs qui te donnent donc, sur la manière d'éclairer, de fonctionner, de placer ton sujet, de gérer les silhouettes, de gérer des reflets, de gérer des choses. Et en fait, tes photos, j'ai retrouvé plein de ces choses-là dans tes images. Dans leur manière. Alors après, c'est des photographes qui vivent à la montagne, ils sont très nature, donc peut-être aussi c'est un des points communs. Mais dans ma recherche permanente en fait de ce qui peut s'appliquer d'un domaine à l'autre, je trouve que tu es très représentatif de ça en fait. Ok, merci. Est-ce que tu veux que je réagisse là-dessus? Ouais, bah oui. Alors, non, mais c'est marrant que tu fasses la corrélation parce que alors, pour resituer un peu les choses, c'est vrai que mon elevator pitch, j'ai pas pris le temps de présenter mon historique et comment j'en suis arrivé à où j'en suis aujourd'hui. Mais pour la faire courte,
Je suis parti 1 an en Australie. Là, j'ai d'abord goûté au voyage et puis après l'Australie, j'ai passé 1 an en Nouvelle-Zélande et c'est vraiment en Nouvelle-Zélande, notamment dans un village montagneux qui s'appelle Wanaka, où là, j'ai découvert mon plein potentiel et surtout ma passion pour les grands espaces, pour les paysages montagneux. Et c'est vraiment là, je dirais, janvier 2015, que ça a été vraiment le switch où ma photo, il y a un avant et après, quoi. Tu regardes mes photos avant janvier 2015, tu vois vraiment la différence, et puis après. Je dirais même mars 2015. Et à Wanaka, qui est l'endroit certainement le plus photogénique de Nouvelle-Zélande, c'est un endroit ultra prisé par les gens riches, les gens qui ont beaucoup d'argent et les gens qui veulent faire une séance de photos de mariage au sommet des montagnes. Donc, ils sont droppés en hélicoptère au sommet des montagnes. T'as le lac en arrière-plan. Enfin, c'est incroyable. Et quand je vivais à Wanaka, je me suis forcément beaucoup inspiré des photographes locaux, de ce qu'ils faisaient. Et je suis tombé sur 2-3 photographes locaux qui faisaient énormément de shooting au sommet des montagnes. Et donc, ce que tu décris, le couple lointain à l'horizon qui se tient au sommet d'une montagne avec un lac et des montagnes enneigées en arrière-plan. Enfin, c'est exactement ce qui a été une source d'inspiration pour moi au début, quoi. Et donc, est-ce que inconsciemment j'ai un peu reproduit ça dans mes photos quand je vivais à Wanaka? Peut-être. En tout cas, c'est pas, ça m'étonnerait pas. Je me reconnais dans ce que tu décris. Donc peut-être que ça a été finalement la source d'inspiration de base, complètement inconsciemment, et que au fil des années tout ça a découlé. Vraiment, j'en sais rien, mais en tout cas la corrélation est intéressante, clairement. D'accord. Non, mais c'est peut-être simplement moi qui suis tellement le nez là-dedans en ce moment que je le vois partout. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup interpellé pendant que je préparais. Je voyais tes photos, je disais mais c'est marrant, ça ressemble, c'est l'esprit est là en fait. En tout cas, je pense que quel que soit le style photographique et surtout quand on est dans de l'outdoor, donc que ce soit de la photo de mariage outdoor ou du paysage ou de l'aventure ou peu importe, même du documentaire et de la street, les règles de composition et les règles de lumière sont plus ou moins les mêmes, quoi. Et donc c'est pas étonnant que ce que les règles pour avoir une belle photo très esthétique en photo de mariage soient finalement les mêmes qui s'appliquent pour la photo de paysage ou la photo de grands espaces, tu vois. Et on retombe sur la philosophie de base du podcast qui est qu'on peut apprendre de partout et trouver la petite chose qui va faire. D'ailleurs, c'est peut-être justement les Touman qui ont importé des choses de la photo de paysage, parce que je crois qu'ils ont commencé par ça. Ok, voilà. Donc finalement, peut-être la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, exact. Si on parle du côté photo de tourisme, c'est une partie de ton travail. Tu l'as dit tout à l'heure, là, tu as un office du tourisme qui t'a contacté. Et ça t'est déjà arrivé par le passé. J'ai vu des choses comme ça sur ton site. Donc on t'appelle en fait pour faire la promotion d'un lieu. Comment est-ce que toi tu gères le fait qu'une image, alors c'est un débat assez récurrent dans la photo de voyage et en particulier ce qui est publié sur Instagram. Comment tu gères le fait qu'une image peut contribuer à faire connaître un lieu mais aussi à le dévaster en fait? C'est déjà arrivé plus d'une fois. Je crois d'ailleurs que tu en parles sur ton site internet. Tu as un endroit où tu as fait une photo pour un office du tourisme qui est passé de 3 à 100 voitures du jour au lendemain par jour. Ouais, c'était à Wanaka justement. Et là en plus, donc je vivais 7 mois à Wanaka. C'était vraiment une collaboration avec l'Office du tourisme. Et leur but, c'était clairement que Wanaka, qui n'était pas très connu, devienne connu, quoi. C'était vraiment faire la promotion de cet endroit-là. Donc on a vraiment joué. On a mis les grands moyens sur la table. L'Office avait invité vraiment des énormes photographes et influenceurs de par le monde. Et puis comme tu dis, quoi, il y a eu cette photo de Roy's Peak qui est une montagne mais à la fois une randonnée qui était déjà assez populaire localement, mais voilà, comme tu dis, il y avait peut-être 10 bagnoles sur le parking tous les jours. Fallait connaître, quoi. Il fallait connaître, ouais, c'était clairement pas même les backpackers ne connaissaient pas spécialement cet endroit-là, quoi, c'était pas du tout noté dans les guides. Et puis il y a eu ce shooting photo, quoi, qui s'est passé en avril 2015 et effectivement, moi j'y suis retourné à Wanaka 1 an et demi plus tard. Le parking était en travaux pour agrandissement et déjà là tu voyais que ça devenait fou. J'en parlais avec les locaux qui commençaient un peu à se plaindre, pas trop parce que forcément beaucoup de nouveaux revenus, beaucoup d'opportunités financières, mais ils commençaient un peu à se plaindre quand même parce que ils voyaient bien que leur petit paradis commençait à devenir un endroit un peu trop touristique. Et aujourd'hui, on en est au point où ils ont dû installer des toilettes au sommet de la montagne, où le parking il a fait x3. Donc clairement aujourd'hui, moi moi
il y a 5 ans, j'y prêtais pas du tout attention, j'avais pas du tout la conscience de ce genre de problématique. Aujourd'hui, beaucoup plus, à tel point que ça ne m'intéresse juste plus d'aller sur des spots déjà vus et revus. Je pense que ces spots-là, ces endroits-là ont déjà assez souffert, et j'ai pas envie d'être un vecteur de tourisme en plus pour ces endroits-là. Alors, ça dépend un peu des contrats. Ça dépend des contrats avec les clients. Des fois, les clients vont exiger que tu fasses de la géolocalisation et que tu indiques vraiment où les photos ont été prises, parce que forcément pour eux, c'est quand même une source de touristes en plus. Si vraiment les gens ils savent où aller directement. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de plus faire sur les réseaux sociaux, de vraiment indiquer l'endroit exact. Mais si le client l'exige, voilà, t'as pas le choix, ouais. J'ai pas le choix, quoi. Malheureusement, j'ai pas le choix. Maintenant, moi, j'essaye vraiment, comme je te disais il y a une dizaine de minutes, de me concentrer de plus en plus vers la culture, la culture humaine, plus que les beaux paysages. Alors certes, il y a des beaux paysages qui sont tu peux pas passer à côté, quoi. Donc forcément, dans le cadre d'un contrat avec un office tourisme, tu vas devoir les photographier. Mais pour moi, c'est l'expérience avant tout, l'expérience de voyage, l'expérience comme on en revient à ça. Tu vas te perdre dans les petites ruelles, tu rencontres des petits gens et des expériences comme ça. J'en ai à l'appel, quoi. Où tu vas dans un petit village, tu vois une petite grand-mère qui tient son petit café et elle te fait le meilleur café de la Grèce à moins d'€1 et rien que ça vaut la peine d'être raconté et d'attirer des touristes. Rien que pour ça, je trouve. Beaucoup plus qu'une plage populaire. Et puis là, c'est pas le même genre de touriste non plus. Enfin, c'est pas des photographes qui débarquent avec le trépied. Ouais, après, moi, j'ai évolué aussi. Hein. J'ai commencé dans l'industrie du tourisme, j'avais 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai bientôt 34. Donc, je suis pas le même touriste que j'étais non plus il y a 10 ans. Et j'estime que si les clients veulent travailler avec moi, c'est qu'ils travaillent avec moi pour aller cibler le même genre de touriste que je suis moi. S'ils veulent travailler avec moi pour aller attirer des touristes de 20 ans, alors non, il y a d'autres gens qui vont faire le travail mieux que moi, quoi. C'est clair. Voilà. Non, mais c'est rigolo de voir la différence, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, tu montres du paysage, de l'autre, tu montres de la vie. Et si tu réfléchis pas, tu fais pas la différence, en fait. Non, tu pourrais ne pas faire la différence et c'est vraiment moi quelque chose. Ça a été un déclic. Hein. Il y a vraiment eu je parlais du déclic à Wanaka, puis il y a eu un deuxième déclic en 2017, moi qui était pendant la période de mon projet Pics of Europe. Je sais pas si on va en parler ou pas, mais donc c'était un gros road trip de 5 mois à travers l'Europe et pendant cet été 2017, moi j'ai eu vraiment ce déclic où ça y est, il faut plus que je fasse que du paysage. Il faut aussi que je fasse de l'humain, des portraits, des histoires. Et depuis 2017, j'ai commencé à voyager dans des régions où j'aurais pas été avant, c'est-à-dire des régions qui sont pas spécialement photogéniques d'un point de vue paysage. Je pense au Myanmar, je pense à l'Inde. Bon, l'Inde est très belle, mais elle est pas réputée pour ses beaux paysages. Elle est réputée pour ses couleurs de la vie, quoi, avant ces beaux paysages. Et donc, j'ai beaucoup voyagé en Asie, en Afrique aussi. Et pour moi, c'est ça que je recherche aujourd'hui, quoi. C'est vraiment la rencontre humaine avant tout. Et donc, clairement, là, il y a eu un énorme déclic, quoi. Ce livre, Pics of Europe, en fait, c'était un petit peu ton au revoir au paysage. Ouais, alors assez bizarrement, beaucoup de gens ne voient pas ça comme ça, pas du tout. Ils voient juste un beau livre de paysage et d'inspiration un peu entre la van life et l'inspiration au voyage et au road trip. Et c'est clairement ça, hein. C'est clairement ça. Et c'est pour ça qu'il a si bien marché. C'est que finalement, c'est un livre. C'est pas tout à fait un livre photo. C'est pas tout à fait un livre d'inspiration. C'est à mi-chemin, quoi. Et je pense que ça aurait été juste un livre photo, tu vois, avec un beau papier glacier et juste des photos avec beaucoup de blanc et pas de texte. Le livre, il aurait jamais aussi bien marché. Ça, j'en suis convaincu, parce que là, mon éditeur, il voulait aller toucher une gamme de clientèle qui voulait, moi, clairement, quand ils m'ont dit on va faire ton livre, ils m'ont parlé on va faire un livre pour les hipsters, quoi. Tu vois, donc ça voulait déjà tout dire. C'était pas un livre léché pour les amateurs de photos et d'art. Et je pense que c'est ça qui a marché. Mais moi, pour moi, je vois ce projet comme un peu effectivement un petit au revoir au paysage, ouais. et un bonjour aux manière humains. de tourner la page. T'as fait tout ce que t'avais à faire. Bah, je dis pas, j'ai pas vraiment tourné la page à 100% au paysage, parce que maintenant tu me dirais, écoute, on va faire un trip dans les Alpes. Je suis le premier à te dire oui. Il y a encore plein d'endroits au monde que j'ai pas encore photographié. Je pense à la Patagonie. Je rêve d'aller en Patagonie. Je rêve de refaire les Rocheuses canadiennes. Enfin, c'est des paysages qui m'ont tellement inspiré et que j'adore. Donc ça, j'ai jamais dit au revoir au paysage, et pour moi, ça reste un peu la base même de mon travail. Et après, j'essaye d'y inclure des histoires d'humains. Donc plus une évolution que voilà, on est plus dans l'évolution et la maturité que vraiment le déni total, ouais. Alors c'est marrant, parce que la photo que j'ai choisie, celle dont je voudrais qu'on parle, finalement a un élément humain que j'ai mal compris en plus au départ, parce qu'on en a parlé un petit peu avant.
Je l'ai appelé le plongeur dans la jungle. Donc, t'es dans la jungle, il y a un lac. On voit une forme humaine dans le lac. Et la position de cette forme humaine me donne l'impression qu'il plonge, mais en même temps, je comprends pas d'où il plonge parce qu'il n'y a pas de plongeoir, il n'y a rien qui lui permettrait de prendre appui. Et donc, du coup, cette photo est très intrigante. Et tu m'as dit en préparation que c'était une de tes photos les plus vendues en impression. Donc, je voudrais déjà, que tu nous expliques cette image parce que avec ton accord, on la mettra dans les notes d'épisode, comme ça les gens la verront. Et bien peut-être sûr, que regardez-la avant qu'on en parle, peut-être mettez pause les auditeurs, regardez la photo, regardez-la avec les yeux de quelqu'un qui ne sait pas de quoi il s'agit et revenez ensuite et Johan va vous expliquer ce qu'est cette photo parce que moi je l'avais pas comprise du tout en fait et du coup elle est d'autant plus intéressante une fois qu'on a tout ce qui va derrière. Je te laisse nous expliquer un petit peu. Bah écoute, c'est vraiment marrant parce que c'est une photo que j'ai prise en 2015 dans les îles Samoa. C'était une commande pour l'office de tourisme de Samoa justement, et ça fait 6 ans que cette photo est dans mon catalogue et que je la vois pas tous les jours, mais je la vois souvent vu que comme tu dis, beaucoup de gens me l'achètent. Et jamais je me suis dit tiens on dirait que c'est un mec qui plonge quoi, jamais. Et donc pour moi c'est juste un mec qui nage parce que voilà j'ai toujours vu le mec qui nage. Parce que t'étais là. Et donc voilà, je sais pas si les gens qui regardent la photo actuellement essayaient d'imaginer le mec qui nage sur le ventre avec les bras grands ouverts bien écartés. Mais effectivement, maintenant que je vois ce que tu veux dire, je vois un plongeur aussi, quoi. C'est bizarre. Laissez les auditeurs, laissez votre évaluation. La première chose que vous avez pensé en voyant cette photo, laissez-la dans les commentaires, s'il vous plaît. Je serais curieux d'avoir un avis là-dessus. Donc, cet endroit, ouais, c'est un endroit absolument incroyable. Alors là, cet endroit, je l'ai pas découvert en me perdant. Ça, pour le coup, c'était une commande et je m'étais renseigné sur le pays, sur les îles, et j'avais vu que cet endroit existait. Ça s'appelle Tesua Ocean Trench, qui est un des endroits les plus incroyables que j'ai pu voir de ma vie. Et oui, on dirait une jungle. En fait, on n'est pas du tout dans la jungle. C'est très luxuriant, donc c'est beaucoup de fougères, quoi. Je pense si je me souviens bien ce qu'on voit au premier plan. Et donc j'ai fait le cadrage en sorte de façon à ce qu'on ait vraiment l'impression qu'on est perdu dans une végétation luxuriante. Et en fait, ce trou d'eau, c'est quoi? Il faut imaginer que juste derrière, donc si vous regardez. Imaginez qu'il y a un horizon, on le voit pas vraiment sur la photo, mais imaginez l'horizon de la photo. En fait, l'horizon, c'est l'océan, quoi. Et le trou, les parois du trou, c'est ça qui fait la division entre l'océan et cette espèce de trou d'eau. Donc en fait, c'est l'eau qu'on voit dans le trou, c'est de l'eau de mer. Non, c'est vraiment pour le coup de l'eau de mer. Et en fait, en fonction des marées, cette eau va être beaucoup plus haute ou beaucoup plus basse, quoi. Et voilà, c'est un endroit magique et qui est très populaire chez les enfants locaux qui viennent pour le coup vraiment sauter parce qu'on voit quand même une échelle et il y a beaucoup de gens qui sautent du haut de l'échelle. Donc il y a quand même des gens qui plongent là-bas. Donc il y a quand même des gens qui plongent, mais si c'était un plongeur, il aurait plongé du côté échelle plutôt que du côté jungle. Il n'aurait pas été dans ce sens-là. La deuxième chose qui était surprenante, c'est que j'étais persuadé que c'était une photo faite au drone. Eh ben non, du coup, c'est pas une photo faite au drone, c'est vraiment donc là vraiment bon pour le coup les gens qui vont y aller, si jamais vous y allez, vous allez voir que ça fait beaucoup moins rêver que ce qu'on voit là on a vraiment l'impression qu'on est perdu dans la jungle. Or moi je me tiens sur une espèce de plateforme en pelouse qui est vraiment tout à fait bien emménagée avec une barrière en bois pour éviter de tomber. C'est juste que oui, sur la photo on le voit pas, mais là non, je me tiens tout à fait sur une plateforme supérieure. L'envers du décor, et c'est là qu'on voit l'envers du décor en fait de la photo de voyage. C'est que d'un côté la photo de tourisme, ce n'est que ça, c'est beaucoup d'envers du décor. Et dans mon livre Pics of Europe, j'ai essayé de mettre ça en avant aussi. Notamment, j'étais à Santorin, cette île grecque qui est très connue de tous, et tout le monde, tous les soirs, tous les touristes se retrouvent au même endroit pour faire la même photo de coucher de soleil. Et donc, quand tu vois cette photo du village blanc, tout blanc, immaculé, avec le coucher de soleil, ça a l'air paradisiaque. Mais en fait, dans mon livre, j'ai voulu vraiment mettre en avant l'envers du décor. Donc, j'ai pris une photo des touristes. Et là, tu vois, en fait, c'est un troupeau de touristes l'un sur l'autre, tous avec leurs perches à selfie et leur smartphone. Enfin, j'allais dire, moi, j'aurais fait la photo des gens, justement. C'est ça qui m'intéressait. C'était montrer l'envers du décor. Et c'est trop souvent comme ça, quoi. C'est trop souvent comme ça. Et Instagram, depuis 2-3 ans, commence un peu de plus en plus à voir l'envers du décor. D'accord. Heureusement. Il était temps. Ouais. Si je te demande ce que tu préfères faire comme image, donc la question elle est récurrente, quand tu seras vieux et que tu passes le flambeau aux petits jeunes qui suivent, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi ? Tu veux dire une image ou tu veux dire de ton travail, une image de toi ?
C'est souvent il en reste qu'une. Hein, on est... Ouais, bien sûr, ouais. La fameuse image de Cartier-Bresson qu'on retient. Cartier-Bresson, il en a 15, mais c'est un alien. Mais la plupart des gens en auront une. Non, alors, clairement pas une image qui a déjà été prise, que j'ai déjà prise, parce que il y en a pas une seule dont je suis à 100% fier et je me dis ça y est, c'est la photo de ma vie et elle va durer. Donc, il y a des photos dont je suis fier, mais je suis plutôt dans une démarche d'éternel insatisfait et c'est chaque fois la dernière photo la meilleure, quoi, ou en tout cas la prochaine. Et donc, je sais pas trop répondre à cette question. Je dirais que j'ai pas envie qu'on retienne de moi de la photo de paysage. Alors, est-ce que dans une vie prochaine ou simplement dans 5-10 ans, j'en sais rien, je deviendrai photographe animalier à temps plein ou photographe documentaire à temps plein? Je sais pas. Ce qui est certain, c'est que là, j'ai pas encore l'impression d'avoir trouvé tout à fait ma voie, ni mon style, ni ce vers quoi j'ai envie d'aller dans les prochaines années d'un point de vue photographique. Donc c'est pour ça que là, je passe énormément de temps à m'inspirer et à me perdre dans ces inspirations photographiques pour me dire tiens, c'est plutôt ça que j'ai envie de faire. Ou j'aime pas les catégories, j'aime pas les étiquettes. J'ai pas envie de dire je suis photographe de paysage ou photographe de voyage ou photographe animalier. Je me dis tiens, en fait la vie idéale ce serait quoi? C'est j'ai envie d'être photographe voyage animalier, documentaire et paysage, un peu de tout. T'as envie d'être un homme avec un appareil photo dans la main. C'est ça, ouais, voilà. Et il y a quand même des gens qui ont fait un peu de tout. Hein. Il y a, enfin, tu vois, des mecs comme Salgado, il a quand même touché un peu à tout. Quand il a fait beaucoup de photographes, de photographie humanitaire, beaucoup de documentaires, beaucoup de paysages. Je sais pas s'il a trop touché à l'animalier, je pense pas, mais oui, dans son dernier livre Amazonie, j'ai vu qu'il y a pas mal de photos de petits animaux d'Amazonie qui vont sortir. Mais voilà, j'ai pas envie d'être juste le mec, d'être retenu comme le photographe de paysage ou le photographe qui fait des beaux portraits d'animaux. J'ai envie qu'on retienne de moi que c'est un photographe qui a montré à travers ses photos sa passion pour le voyage. Et le voyage, ça veut dire tout et rien à la fois, tu vois. Je peux partir en Afrique pendant un mois faire que de l'animalier, comme je peux partir en Inde pendant un mois faire que des portraits. Voilà, j'ai juste envie qu'on retienne de moi ma passion pour le voyage avant tout. D'accord, que t'es quelqu'un qui aime découvrir le monde. C'est ça, et documenter le monde à la fois. Ouais. Si on parle côté plus business, aujourd'hui, ce serait quoi ta source de revenus principale? Parce que tu fais quand même beaucoup de choses. Tout est autour de la photo, mais tout n'est pas forcément de la photo. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vivre? Je dirais, j'en ai pas une principale qui est plus qu'une autre. C'est ça vient un peu dans tous les sens. Donc j'ai pas mal de sources de revenus différentes. Il y a typiquement la licence de photo, quoi, c'est-à-dire des magazines qui veulent, des magazines ou autres, des boîtes qui veulent tout simplement m'acheter une photo qu'ils ont trouvée dans mon portfolio. Ça arrive encore assez régulièrement. J'ai créé un nouveau business model, tiens, pour ceux que ça intéresse, je pars à la recherche des voleurs de photos et c'est assez lucratif, mine de rien. Donc là, je m'y suis mis depuis quelques mois, donc ça, c'est assez lucratif. On se rend pas compte, mais. Le bon côté du confinement. Ouais, tout à fait. Sinon, les autres types de revenus, il y a les contrats d'influence, ça reste toujours, mais j'essaye toujours autant que possible avec mes clients qui veulent de l'influence, de leur vendre un reportage photo derrière, quoi. C'est vraiment très rare maintenant quand je fais vraiment que de l'influence, c'est-à-dire on utilise mon audience pour passer un message publicitaire et promotionnel. Ça m'intéresse plus du tout. Alors, c'est sûr que des fois il y a des contrats incroyables c'est difficile de refuser. Mais la plupart du temps, je vais essayer de leur vendre un reportage photo où ils vont se retrouver aussi avec un paquet de photos qu'ils vont pouvoir utiliser sur leur réseau. Des fois, il y a des marques qui me contactent exclusivement pour ça, donc il n'y a même pas d'influence en jeu là-dedans. Puis alors d'autres sources de revenus, c'est la vente de tirages, la vente de livres, la vente de formation. Je me suis lancé dans la formation récemment aussi, la vente de workshops. En fait, c'est pour pallier surtout le manque de workshops qui n'ont plus lieu depuis quasi 2 ans là. Donc c'est pour ça que je fais de la formation en ligne. Mais sinon, les workshops, ça marchait quand même assez bien avant le confinement. Donc voilà, j'essaye de pas mettre tous mes œufs dans le même panier, d'avoir plusieurs sources de revenus qui viennent à gauche à droite. D'accord, ça t'a un peu protégé pendant le confinement justement. Bon, ça c'est sûr qu'on va pas se mentir. L'année 2020 a quand même été
catastrophique, ou en tout cas tout a été divisé par 2 voire par 3, ça c'est évident. 2021 se présage mieux que 2020, mais oui, parce que j'ai essayé de rebondir quoi au plus vite. Je voyais bien qu'on était à l'été 2020, c'était cata, il fallait que j'aille chercher de l'argent ailleurs quoi pour vivre tout simplement. Donc c'est pour ça que je suis parti à la recherche des voleurs de photos, que je me suis lancé dans la formation de formation en ligne et que j'ai vraiment mis le paquet aussi sur la vente de tirages, mon shop en ligne, mon livre photo, les calendriers, enfin tout ce genre de trucs. Ça a été une opportunité en fait. Ça a été, en tout cas, moi, je vois ça comme une réelle opportunité parce que typiquement, sans le confinement, j'aurais jamais pris le temps de mettre en place des projets qui me tenaient à cœur depuis des années, c'est-à-dire le lancement du podcast, le lancement de la chaîne YouTube. C'est des projets que j'ai toujours eu envie de faire. Et là, finalement, se retrouver avec du temps, ça a été bénéfique. Alors c'est sûr que les 2-3 premiers mois, je me suis quand même dit allez, je vais me la couler douce, je m'achète une PlayStation et je joue à FIFA pendant 3 mois, et ça je l'ai fait. Ça je vais pas me mentir, mais très vite, c'est vrai que fin mai, je me suis dit qu'est-ce que je fous quoi. Vraiment là pour le coup, c'était gai de jouer FIFA pendant 2 mois, mais je perdais vraiment mon temps. Donc je me suis énormément formé en ligne. J'ai suivi des formations en digital marketing, en tout ce que j'avais envie d'apprendre quoi. Je l'ai fait. Et puis voilà, l'idée c'était vraiment de diversifier mes sources de revenus. Et quand t'es photographe indépendant, que tu travailles pas avec des agents, que t'es pas en galerie, que t'es pas le photographe le meilleur de sa génération, tu dois faire un peu tout quoi. Et donc tu dois être ton propre agent, tu dois être ton propre marketeur, tu dois être ton propre comptable, tu dois tout gérer. Et j'ai voulu vraiment diversifier tout ça et me concentrer vraiment sur mon propre business model. Ouais. Si je reformule, tu dois être complet en fait. Ah mais ça je pense que c'est impératif. J'arrive pas à imaginer des photographes aujourd'hui en 2021 qui font juste de la photo et c'est tout. Alors s'ils font juste ça, c'est qu'ils ont la chance d'avoir une team, une équipe derrière. Ouais, tu dois être entouré, mais tu peux pas aujourd'hui faire que de la photo, faire tes shootings et puis te dire je vis confortablement de ma photo. C'est difficile, je pense. Ouais. Maintenant il y a des photographes qui font le choix de vivre tout juste quoi, à la limite du confortable et qui se contentent de revenus que la presse leur offre, parce que c'est souvent la presse qu'on vise quand on parle de revenus pas ouf, mais parce que c'est la réalité du métier aujourd'hui aussi en 2021 quoi. C'est que c'est difficile d'être photographe et peu de photographes je pense ont la chance de vivre confortablement et quand ça l'est, c'est que généralement les revenus ne viennent pas exclusivement de la photo quoi. C'est qu'il faut aller les chercher ailleurs aussi. Alors un de tes gros point fort, je pense, c'est aussi ta manière de gérer ta communication. Enfin, tu sais très bien la gérer. J'ai noté quelque chose qui m'a fait m'interroger. Tu dis quelque part, c'est un repost National Geographic qui t'a lancé. J'ai presque eu l'impression que c'était pas prévu. Ouais, presque. Non, en fait, non, mais c'est sûr que ça, c'était une énorme surprise le jour où c'est arrivé. Ce que je veux dire, quand je dis presque, tu pouvais le viser, mais tu t'étais peut-être pas prévenu que ça allait arriver. En fait, voilà, j'y croyais pas. Je le visais. Ça faisait partie d'une stratégie, c'est-à-dire qu'on était en 2014. J'étais en Australie. J'avais vite repéré le fait qu'Instagram était en train de monter et qu'il y avait pas mal de gens, notamment des pionniers en la matière en Australie, qui commençaient à vivre de la photo de voyage via leurs réseaux sociaux, donc clairement via l'influence. Et moi, j'étais dans une démarche de voyage et pas de photo, et j'avais juste envie de vivre sur le voyage, de voyager le plus longtemps possible et le moins cher possible. J'avais quasi pas d'argent de côté, donc j'étais un simple routard backpacker, quoi. J'avais pas d'argent tout simplement, donc il fallait que je voyage gratos. Et donc j'ai vu cette opportunité-là et je me suis dit je fais déjà des belles photos, donc je vais essayer d'être reposté un maximum par des gros comptes. Et moi j'avais peut-être 2-3 000 abonnés à l'époque. Les National Geo, ils avaient déjà plusieurs millions, en tout cas au moins 1 million d'abonnés. Donc clairement, et encore une fois, c'est le boom d'Instagram. Donc en 2014, il faut imaginer que des gens qui sont sur Instagram, ils sont à la recherche de comptes à suivre. En 2021, t'es saturé de comptes, tu suis trop de comptes. En 2014, si tu découvres des comptes qui font des meilleures photos que papa, maman, c'est chouette, quoi, tu vois. Et donc, dans cette démarche-là, moi, mon but, c'était de reposter. Donc, tout simplement, dans mes photos, j'utilisais le hashtag que National Geographic suggérait. Donc, en fait, tous les mercredis, à l'époque, ils repostaient une photo prise au hasard ou pas, j'en sais rien, parmi les hashtags. Et donc, c'était le hashtag NatGeoTravelPeak.
et je l'ai utilisé. Sur toutes mes photos, j'utilisais. Et puis, mais j'y croyais pas, quoi. Ce hashtag est utilisé par des milliers de personnes tous les jours. Donc, j'y croyais pas. Et puis voilà, un jour, un beau matin, j'ai vu ce repost et ça a été le début de beaucoup de choses, clairement. Ça t'a fait beaucoup prendre d'abonnés du jour au lendemain ou pas? J'ai plus les nombres en tête, mais je pense que oui, ça a doublé. Je pense que j'ai pris 5000 abonnés en une nuit, et puis ça a été crescendo parce que à cause de ça, ou enfin grâce à ça plutôt, tu intéresses d'autres comptes. Et tu gagnes un peu en légitimité, en tout cas auprès des gros médias. Donc là, les gros médias à l'époque, c'était BuzzFeed, c'était Mashable, Daily Mail, tous ces gars-là, quoi. Et donc forcément, quand tu leur montres que Nat Geo t'a reposté, ben eux, ils vont te reposter aussi. Et souvent, ça marche comme ça. Ils vont pas se faire chier. Ils repostent ce qui a déjà été reposté. Et donc en fait, c'était un effet boule de neige, exactement. Et en plus, à l'époque, c'était plus compliqué de tricher, donc tu pouvais pas, t'avais pas des faux abonnés, tu pouvais pas acheter des abonnés, des choses comme ça. Exactement, ouais. C'était vraiment une autre époque, quoi. Alors ça, justement, puisqu'on parle des débuts d'Instagram, on va parler des débuts d'un autre réseau social qui est un réseau où je t'ai aussi vu passer. Alors, je t'avais déjà vu passer dans mes feeds avant sur d'autres choses, mais c'est là qu'on a vraiment fait connaissance, c'est Clubhouse. Ouais. Et en fait, je t'ai vu arriver assez rapidement dessus et essayer de prendre une place, de prendre ta place en fait sur le réseau. Du coup, c'est cette expérience Instagram qui te fait dire que tu as besoin de te positionner assez rapidement sur quelque chose d'assez récent, ou c'est justement, tu disais, les gens ils cherchent des choses sur Clubhouse, les gens ils cherchent encore des contenus à suivre. C'est ça qui te fait te positionner comme ça? Alors Clubhouse, c'est un cas assez particulier. C'est vrai que ça m'a beaucoup intéressé à ses débuts. Là, j'avoue que j'ai un peu décroché depuis un mois, parce que le hype est redescendu certainement. En tout cas pour moi, elle est un peu redescendue. J'adore toujours autant le concept, mais forcément, j'ai l'impression que beaucoup de francophones ont déserté. Donc, c'est en fait, j'ai vraiment été très très fort sur sur Clubhouse. Au minimum 3 fois par semaine, j'ai organisé des rooms je l'ai fait pendant 2 mois, et j'avais l'impression qu'au bout de 2 mois, on tournait un peu en rond. Donc c'est pour ça que j'ai un peu décroché, j'avoue. Mais le positionnement sur Clubhouse, c'était pas tellement lié à essayer de reproduire ce que j'ai pu faire par Instagram et être le premier et me positionner comme étant le photographe dessus. C'est que vraiment le concept m'intéressait. J'étais aussi dans une démarche où j'étais en train de lancer mon podcast, et les deux sont un peu liés. C'était de la radio, enfin du vocal. Donc c'était aussi un bel outil de promotion potentiel pour mes podcasts. Mais c'est surtout, moi j'ai commencé Clubhouse en écoutant des rooms qui ne touchaient pas du tout à la photo. C'était plutôt des rooms marketing, influence, même des rooms sur le podcasting. Et je trouvais ça super intéressant, et donc je me suis dit je vais me lancer aussi sur la photo. Et donc très vite j'ai vu qu'il n'existait pas de communauté encore dédiée aux photographes. Donc je me suis dit je vais créer le club des photographes francophones, et qui a eu un certain succès. Et suite à ça, j'ai organisé ces rooms hebdomadaires. Et c'était passionnant en fait. Et en fait, je suis sûr que ça le serait toujours autant. C'est juste que les gens ont déserté, donc il y a moins de gens qui sont dessus. Et comme je te dis, on tournait un peu vite en rond au bout de 2 mois. Mais toutes les rooms qu'on a organisées sur Clubhouse étaient passionnantes. Et l'idée à la base, c'est quoi? C'est vraiment comme pour mon podcast, c'est de découvrir des nouveaux horizons, quoi, d'échanger avec des nouveaux photographes et sortir de ta zone très fermée où il y a beaucoup de photographes qui se contentent de ce qu'ils connaissent. Et voilà, un photographe de mariage, il va rester dans son monde, dans son univers. Un photographe de paysage, il va rester dans son univers. Et souvent, les gens, ils essayent pas trop d'aller chercher d'autres univers. Moi, j'essaye de faire tout le contraire. Je l'ai longtemps fui, ça, l'ouverture à d'autres univers. Et là, maintenant, je suis à fond dedans, où je veux absolument tout apprendre de tous les genres de photographes. Et là, dernièrement, mon dernier épisode de podcast qui est sorti ici à la mi-mai, j'interviewe un photographe de nu, un milieu que je connais pas du tout. Donc j'ai invité une modèle nue et un photographe nu, et ils me font découvrir leur univers, et ça me passionne et je trouve ça génial. Alors je ferai certainement jamais de photos de nu, mais ça m'a fait trop surkiffer de découvrir un univers qui m'était totalement inconnu. Et Clubhouse, c'était un peu dans la même lignée, quoi. C'était découvrir et partager. Et sur Clubhouse, il y a des mecs, ils font de la photo de pierres précieuses, quoi. Et je savais même pas que c'était un métier, mais voilà, ils sont venus partager ça. Il y avait d'autres qui faisaient des photos de chiens ou des photos de chevaux, et c'est leur métier. Et ils sont venus partager ça avec nous, et je trouvais ça passionnant. C'est marrant parce que tu viens de dire un truc qui me replonge aussi dans mon expérience. C'est, tu dis avant, je regardais pas ce que les autres faisaient. Il y a un avant et il y a un après, le moment où tu réalises en fait que tu peux aller t'inspirer un peu partout. Tout à fait, ouais, c'est vraiment ça. C'est pas que tu as tourné là une page, mais tu as franchi un palier quelque part, j'ai l'impression.
Ben, en tout cas, moi, je sais que le fait de ne suivre ou de rester enfermé dans mon univers et typiquement tous les comptes Instagram que je suivais entre 2013 et 2018, ça n'était que des photographes qui faisaient la même chose que moi. Alors, je les suivais aussi pour un peu faire comment est-ce que ça s'appelle une veille pour je faisais de la veille auprès de mes compétiteurs, si tu veux, c'était un peu mes rivaux, donc je voulais certains de rester dans le coup, et donc forcément je suivais les gens qui faisaient la même chose que moi, voir avec quels clients ils bossaient, etc. Et puis m'inspirer aussi, évoluer. Donc je ne suivais que des gens qui faisaient la même chose que moi, et puis finalement ça m'a tellement saoulé de ne voir tout le temps la même chose et surtout le même genre de photos qui n'évoluaient pas à mon sens. Je me suis dit c'est bon, je me désabonne de la plupart d'eux, et j'ai commencé à suivre d'autres types de photos. Et aujourd'hui, quand j'ouvre mon feed Instagram, ça n'est que très rarement de la photo de voyage ou de paysage. C'est la plupart du temps du portrait ou de la street ou du cul ou de l'animalier, des trucs que je faisais pas, quoi. Et donc forcément, tout ça, tu fais un melting pot de tous des 50 dernières minutes de ce que je viens de dire. T'en arrives au fait où en fait j'ai envie de toucher un peu à tout. Et aujourd'hui, je découvre et je touche un peu à tout. Alors je sais pas si c'est une bonne chose, parce que beaucoup en formation on t'apprend que tu dois te positionner, tu dois trouver ta niche, tu dois être le meilleur dans ta niche et pas de vouloir tout faire. Et je pense que d'un point de vue marketing, c'est un bon conseil à suivre. Mais la réalité, c'est que je suis passionné par trop de genres photographiques et que j'arrive pas à me positionner, quoi. Parce que j'ai envie de faire de l'animalier, parce que j'ai envie de faire du paysage et j'ai envie de faire du portrait et j'ai envie de faire du docu. Tout me passionne et voilà, je sais pas quoi faire. Alors, c'est marrant que tu viennes de dire, on te conseille de te spécialiser et tout, parce que comme on est un peu sur le même, avec le podcast en tout cas, sur le même type de secteur, dans la logique, en fait, effectivement, on devrait se spécialiser, on devrait suivre des règles, on devrait faire des choses. Moi, j'ai du mal à suivre cette règle-là parce que, comment dire, par exemple, tu fais une vidéo sur YouTube. Qu'est-ce que tu apportes aux gens? La plupart des vidéos sur YouTube, tu es une vidéo au milieu de 10 vidéos que les gens consomment sans y faire attention. Et finalement, la plupart des vidéos YouTube qui prétendent éduquer les gens n'apportent rien en réalité aux gens qui les regardent. Est-ce que tu te poses des questions sur la bonne façon que tu peux avoir de créer des contenus, sur la consommation que les gens vont en faire? Est-ce que ça, c'est un questionnement pour toi? Et est-ce que justement, tu essaies de sortir, parce que tu vois ce que tu viens de nous expliquer, c'est que tu sors de ta zone de confort, tu sors de ton domaine. Est-ce que justement, tu te dis, zut, je fais ce que je veux, quoi? Bien sûr que je fais ce que je veux. Ça, c'est, je m'impose très peu de règles et je fais, en fait, depuis toujours, je pense, depuis que je suis enfant, en tout cas, j'évite de faire ce que je n'aime pas de faire. Et ce choix d'avoir fait des études universitaires pour finalement dire merde à tout ça et quitter tout du jour au lendemain, c'est clairement parce que mon expérience en agence de communication était très mauvaise et je voulais pas bosser dans un bureau, faire des horaires classiques. Je voulais être mon propre patron et moi, mon plus grand luxe, vraiment le plus grand luxe que j'ai dans ma vie aujourd'hui, c'est ni le fait de voyager, ni le fait de bien gagner ma vie. Le plus grand luxe, c'est de me dire je gère mon agenda comme je le veux, et si j'ai envie de me prendre 6 mois de off à faire un autre projet, je peux. Il y a personne qui va me dire tu peux pas. Et typiquement, il y a 3 ans, j'ai acheté ma maison. Mais pendant 6 mois, j'ai plus fait un seul projet photographique. J'ai rénové ma maison pendant 6 mois. Et ça, c'est le plus grand luxe que j'ai aujourd'hui. Et je me rends compte que j'ai beaucoup de chance de pouvoir m'accorder ce genre de confort, quoi. Mais par rapport aux vidéos YouTube, moi, mon but, c'est évidemment pas de donner des règles à suivre aux gens. Je vais essayer de leur apporter des conseils, mais clairement, la plus-value, elle doit être là au final, quoi. C'est-à-dire que j'avais pas envie de débarquer sur YouTube et faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire faire des vidéos sur le matériel photo et comparer Nikon, Canon et ça m'intéressait pas du tout. Il y a déjà des centaines de YouTubeurs qui font ça et tant mieux pour eux et pour les gens que ça intéresse. Par contre, j'ai constaté que dans le domaine de la photo en francophonie, j'ai pas trouvé 10 photographes, des photographes qui vivent vraiment de la photo, et pas de YouTube. J'en ai pas trouvé 10, quoi, des gens qui parlaient de photo, du métier de photographe. J'en ai pas trouvé 10 et je me suis dit, tiens, il y a peut-être un truc à faire. Alors moi, mes vues sur YouTube, c'est pas ouf, mais en tout cas, ceux qui suivent ceux qui regardent les vidéos et qui me font un retour ont l'air d'être vraiment très intéressés
par le contenu que je leur apporte, et surtout j'essaye d'être le plus transparent possible, quoi. Typiquement, j'ai fait une vidéo où je montre carte sur table mes factures, les premières factures que j'ai envoyées à mes clients, et j'explique un peu comment tarifer, les erreurs à éviter et ce genre de trucs, et que je leur montre voilà combien j'ai facturé, quoi. Je leur montre les chiffres, et j'ai aucune honte à cacher. Enfin, j'ai pas envie de cacher ça. C'est quelque chose que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé la photo, donc je me dis ça pourrait intéresser des photographes débutants. Et ça, c'est une vidéo, je sais que j'ai eu énormément de retours positifs parce que les gens disent c'est rare de trouver ce genre de contenu sur YouTube. Donc moi, je suis plutôt dans cette démarche d'amener vraiment une valeur ajoutée, ouais, à ceux qui vont consommer le contenu, que ce soit via le podcast ou via la chaîne YouTube. Je disais YouTube, mais c'était pour illustrer, parce que c'est vrai que c'est YouTube aujourd'hui le vrai moteur en fait de tout ça, de toute cette création de contenu. La réalité, c'est que si tu veux à un moment gagner de l'argent, je pense que c'est chez eux qu'il faut passer. C'est un peu plus compliqué. Après, le problème, en fait, c'est qu'il y a tellement de règles et de choses qu'on te dit qu'il faut respecter pour que ça fonctionne, parce que c'est un algorithme, parce que c'est ci, parce que c'est ça. Des fois, moi, j'ai l'impression, en fait, que faut juste faire ce que tu as envie de faire. Il y a des gens à qui ça plaît, il y a des gens à qui ça plaît pas. Si tu as de la chance, ça plaît à du monde. Et finalement, t'as trouvé ta niche. C'est, tu vois, c'est comme tout à l'heure, je te parlais de l'a priori que j'avais pu avoir surtout au départ. T'as des gens qui vont dire ouais, il faut essayer d'éviter ce genre de trucs, c'est des gaffes, c'est des machins. C'est pas des gaffes. J'ai des a priori comme tout le monde, sauf que je les assume en fait. Et j'ai pas honte de dire que oui, j'ai eu un a priori au départ. Et puis par contre, ma qualité, c'est que j'ai fait l'effort d'aller regarder un petit peu plus loin que l'idée que je pouvais avoir au départ, tu vois. Mais t'es évidemment pas le seul à avoir des a priori. Moi aussi, j'en ai énormément et souvent je m'en veux d'en avoir. Mais en fait, voilà, ça c'est quelque chose pour le coup que j'essaye de combattre depuis au moins 3 ans, depuis Pics of Europe plus ou moins. Hein. C'est cette étiquette quoi qui me collera malheureusement à vie. Elle va me coller à vie, cette étiquette d'instagrammeur, d'influenceur, parce que ma carrière de photographe professionnel a décollé grâce à Instagram, quoi. Et je me demande vraiment si l'inverse, c'est-à-dire si un jour j'avais décidé de vivre de la photo et que au fil des années mon audience sur Instagram aurait évolué, est-ce que les gens me colleraient encore cette étiquette d'instagrammeur et d'influenceur? J'imagine que non. Et souvent je fais un peu la comparaison entre Angèle, qui est une chanteuse évidemment que tout le monde connaît maintenant, qui a des millions d'abonnés sur Instagram. Personne, j'ai jamais entendu personne appeler Angèle une influenceuse. Jamais, ça n'existe pas. Pourtant, elle a beaucoup plus d'abonnés que moi. Mais pourquoi? Parce en fait, elle a gagné sa popularité sur les réseaux sociaux grâce à son travail de chanteuse. Et moi, j'adore Angèle et j'adore ce qu'elle fait. Mais pourquoi est-ce que quand tu es dans le visuel, et Instagram étant un réseau social visuel, tu fais l'amalgame beaucoup plus facilement? C'est-à-dire, toi, t'es un photographe et t'as plein d'abonnés, bon, t'es un Instagrammeur. Et beaucoup de gens vont pas essayer de faire la différence, vont pas chercher la différence. Or, elle existe, quoi. Alors, c'est sûr, ça, je ne le nie pas. Instagram, il m'a ouvert énormément de choses. Aujourd'hui, je vis encore en partie de l'influence, mais au même titre qu'un photographe documentaire, un photographe de portrait, un photographe, tu t'appelles ça comme tu veux. Moi, j'ai plein de potes qui sont photographes documentaires, qui n'ont pas d'abonnés du tout sur Instagram, qui partent, ils autofinancent leur reportage, ils vont au fin fond de la Laponie et ils te font un reportage et ils le vendent ça à qui veulent l'acheter. Mais finalement, c'est quand même assez galère. Mais qui disent à côté, écoute, moi, j'ai besoin de faire un job alimentaire à côté, je vais faire de la publicité, de la photo publicitaire ou de la photo corpo parce que c'est ça qui paye. Mais en fait, je fais la même chose. Donc, pour moi, l'influence, quand je fais des jobs d'influence, c'est juste de la photo alimentaire, enfin des jobs alimentaires, quoi. C'est pas du tout ça qui me passionne, c'est pas ça mon métier premier, mais parce que c'est ça qui va me permettre d'avoir des meilleurs revenus, oui, de temps en temps, je fais un petit post sponsorisé ou l'autre, parce que ça me permet, ce serait con, quoi. J'ai 400 000 abonnés, ce serait con de pas en profiter aussi, et s'il y a des opportunités professionnelles qui s'ouvrent à moi, je vais pas les refuser non plus. Alors, je refuse beaucoup, mais quand il y en a des intéressantes, je les accepte. Voilà, tout simplement. Je crois que la case dans laquelle on t'enferme, en fait, c'est juste la première dans laquelle on t'a mis, au final. Je pense que c'est ça, et c'est comme je te dis, c'est un combat que j'ai, et je pense que je pense pas, je sais que c'est pour ça que j'ai créé le podcast, que j'ai créé la chaîne YouTube, que j'ai créé tous ces réseaux alternatifs sur lesquels je n'étais pas et sur lesquels je viens parler exclusivement de photos. Je viens pas parler de voyage, je viens pas parler d'influence, je viens parler de photos et du métier de photographe. C'est pour ça que j'ai créé Photobook Junkie aussi, pour montrer à tout le monde que les gars, je suis photographe, je connais, j'ai une culture photo, je sais de quoi on parle, et je suis pas juste le paye qui va poster sur Instagram juste dans le but d'avoir des likes, quoi.
J'ai été cette personne-là. Hein. J'ai été en 2015-2016. J'ai été cette personne-là, et je nierai jamais cette période de ma vie, mais je pense plus l'être aujourd'hui. Ouais. Bah écoute, j'espère que j'aurai apporté la petite brique aux gens qui leur permettra de te voir sous cet autre angle. Merci, j'espère. Dernière question de ce côté business. Est-ce que tu gagnes bien ta vie aujourd'hui et combien de temps tu as mis à en arriver là? Alors oui, aujourd'hui je gagne bien ma vie. J'ai mis, donc comme je disais, je me suis lancé vraiment pro. Donc mes premiers clients liés à la photo, c'était en 2015, et j'ai commencé à vivre confortablement à partir de 2017, je pense, 2017-2018. Donc ça a mis 2-3 ans. D'accord. Ce qui est un bon ratio pour vivre de la photo. Ouais. 2-3 ans, quelque chose comme ça. Pas mal. J'en connais qui ont mis plus de temps que toi. On arrive à la conclusion de l'épisode. C'est quoi le pire moment de ta carrière? J'avais dit que j'y réfléchirais pendant les questions, mais tu me l'avais posé avant qu'on commence. Le pire moment de ma carrière, alors qu'est-ce que ça va être? Oh là là, ça c'est vraiment. En plus, j'écoute ce podcast assez souvent, et chaque fois que tu poses cette question à tes invités, je me dis mais qu'est-ce que je pourrais répondre à cette question? En fait, j'en sais vraiment rien. On y est. Et on y est, quoi. On y est. Alors le pire moment de ma carrière, qu'est-ce que ça pourrait être? Écoute, j'ai des moments. Il y a jamais eu ce moment vraiment où j'ai été au fond du trou, où je me suis dit plus jamais de ma vie. Ça n'est vraiment jamais arrivé, il me semble. Mais par contre, il y a eu des contrats que j'ai détesté faire. Ça, évidemment, quoi. Et même des contrats liés au tourisme. Et c'est souvent des contrats liés au tourisme que je n'aime pas faire, mine de rien, parce que de plus en plus, c'est redondant, et c'est pour ça que j'en fais de moins en moins. Mais des fois, enfin, typiquement, je citais un exemple. J'étais au Canada en janvier 2016 pour l'Office du tourisme du Canada. Et là, je sais pas pourquoi le client m'avait choisi moi plutôt qu'un autre, mais je pense qu'il aurait dû choisir quelqu'un d'autre. Et voilà, il connaissait mon profil, il a vu le genre de photos que je faisais, qui était très paysage, très aventure, outdoor, quoi. Et là, on arrive dans les Rocheuses canadiennes, et ils me disent, écoute, vraiment, le gros focus de cette campagne, c'est les sports d'hiver. Donc, on va vraiment focaliser toute la création de photos sur les sports d'hiver. Donc, on va faire beaucoup de ski. Bon, j'aime bien le ski, donc ça me dérangeait pas. Et je pense qu'il y a quand même moyen de faire 2-3 belles photos de paysages là-dessus, mais t'es quand même vite limité. Puis après, ils me disent, bon, écoute, il va absolument falloir que tu fasses des photos after ski, quoi. Donc, on va se retrouver autour des bières, et il faut que tu fasses des photos des gens qui font du after ski avec des grosses shops dans tous les sens. Et je dis, mais je peux pas faire ça. Est-ce que vous avez vu le genre de photos que je fais? Moi, je suis pas du tout dans ce truc-là. Mais en plus, j'aurais pu faire les photos et les rendre aux clients. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais ils voulaient évidemment aussi, dans une démarche d'influence, que je poste ce genre de photos. Mais c'était pas du tout dans. Donc là, je me suis vraiment embrouillé avec le client. Je disais, écoutez, je suis désolé, mais il fallait engager quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, vous avez vu le genre de photos que je fais. Donc, et là, c'est le genre de malaise qui, mine de rien, arrive au moins une fois par an, où tu reçois un brief qui te correspond pas du tout, et pourtant le client, c'est lui qui te démarche, et tu comprends pas pourquoi il te brief sur ce genre de truc. Et ça, vraiment, c'est des moments très très embarrassants et très dérangeants, et qui me donnent presque envie de tout abandonner, en me disant mais c'est bon, j'arrête de bosser avec des clients comme ça, quoi. J'arrête le tourisme parce que c'est trop relou. Donc ça, c'est typiquement, bon, c'est pas le pire moment de ma carrière, parce que encore une fois, je pourrais pas t'en donner un, mais c'est clairement les moments que j'aime le moins de ma carrière. C'est ce moment où tu dois dire aux gens, mais c'est pas moi que vous voulez, quoi. Mais ouais, bon, après, c'est pas propre à la photo, hein. C'est tous les créas, ils vivent ce genre de truc, dès qu'on est dans donc, pour quelqu'un d'externe, en fait, un photographe, c'est un mec qui appuie sur un bouton sur un appareil photo, donc on est interchangeables tous. Et souvent, à partir du moment où ils t'engagent, c'est que tu dois répondre, tu dois faire ce qu'ils te disent, quoi. T'es un peu, mais voilà, moi je suis pas dans cette démarche-là, et on en revient à ce que je disais il y a 10 minutes. J'ai jamais aimé faire ce que je n'aime pas faire, et j'essaye d'éviter de le faire. Et là, typiquement, j'en suis arrivé à un stade où vu que pour le moment, voilà, j'ai la chance de bien gagner ma vie, donc je suis pas à la recherche non plus de job à tout prix, quoi. Et maintenant, voilà, quand je reçois un brief qui me plaît pas, alors soit vraiment, je me dis ça me plaît pas, mais tu sais quoi, tant pis si je le perds, mais si je le gagne, au moins que je sois payé 4 fois plus, quoi. Et donc là, je dis, écoutez, voilà, mon devis c'est ça. J'ai certainement très peu de chances d'avoir le devis accepté, mais moi, s'il est accepté, bon, allez, je vais mordre sur ma chic, mais au moins je serai vraiment grassement payé. Au moins ça valait le coup, ouais. C'est comme au ça moins ça valait le coup, tarif en général. Mais oui, voilà, des briefs qui m'excitent plus, soit je dis non,
ou en tout cas, je rends plus un devis à des tarifs standards, quoi. J'ai vraiment gonflé grassement les prix en me disant, si je l'ai, bah tant mieux. Comme ça, ils seront contents et je serai content. Et si je l'ai pas, bah je peux rien, je m'en fous. C'est la bonne approche, je pense. Par opposition, c'est quoi le meilleur moment de ta carrière? C'est quand ils signent le devis 4 fois plus cher? Ça, et en vrai, quand ils signent 4 fois plus cher, je suis quand même un peu mal à l'aise parce que je me dis putain, ça va quand même être chiant de le faire, quoi. Donc je suis quand même pas aux anges. Non, le meilleur moment de ma carrière, c'est rarement lié finalement à la carrière à proprement parler de photographe. C'est plutôt des expériences de voyage, quoi. Alors des expériences de voyage où j'avais quand même mon appareil entre les mains, mais moi, l'appareil, je pourrais t'en citer plein. J'en ai un qui revient en tête. C'est un qui revient assez régulièrement. Mais je t'en citais deux, comme ça, à toi de juger lequel est le meilleur des deux. Mais un, pour le coup, c'était pareil, l'office du tourisme de la Norvège du Nord, Northern Norway. C'était fin 2015. Et là, pour le coup, c'était vraiment un bon brief, quoi. Il nous avait dit, on va aller à la chasse à la baleine, mais pas la chasse à proprement parler, mais la chasse photographique de la baleine. Et donc, on s'est retrouvé sur une espèce de petit zodiac comme ça dans les fjords norvégiens, et on cherchait des baleines à bosse. Et puis, on voit une baleine, on voit deux baleines, mais bon, les baleines, c'est quand même difficile à shooter. En plus, les baleines à bosse, tu vois souvent que leur queue et pas vraiment leur tête. Enfin, c'est pas le truc le plus photogénique. Et là, en fait, par magie, je sais pas d'où ils sortent, t'as des orques, mais par dizaines, quoi, qui débarquent, vraiment une famille d'orques dans tous les sens. Et là, en fait, imagine un zodiaque, c'est petit, hein. Donc, quand t'as des animaux aussi énormes qui t'entourent, en fait, c'est juste magique. Et là, t'avais le paysage, t'avais la golden hour constante parce qu'on était en novembre. Et donc là, vu qu'on était très haut en altitude, enfin, en Norvège, le soleil n'était jamais très, très haut. Donc, t'avais eu un coucher de soleil constant toute la journée, les montagnes enneigées, les familles d'orques. Enfin, bref, ce moment-là, je me suis dit, mais, en fait, je surkiffe mon métier, quoi, parce que c'est des moments, je le vivrai certainement plus jamais dans ma vie. Et là, ça a été incroyable. Donc ça, c'est un moment. Et pour faire court, le deuxième moment, c'était un peu plus récemment, c'était en 2019, j'étais en Inde. Et là, j'étais dans la petite ville au Rajasthan de Pushkar, je sais plus trop, il faudra vérifier, je pense que c'était Pushkar. Enfin bref, c'était au Rajasthan. Et là, je me balade avec ma compagne et on fait des photos, un peu street photos, documentaires, etc. Et puis on s'assied, on contemple le coucher de soleil. Et là, il y a un couple, personne, il doit avoir la cinquantaine, j'imagine. Et c'est des musiciens de rue, quoi. Donc ils sont là et la plupart du temps, ils jouent dans la rue ils font la manche, quoi. Ils essayent que les touristes leur donnent un peu d'argent. Et là, pour le coup, j'avais vraiment zéro cash sur moi. Donc j'ai pas pu leur donner, mais ils viennent à moi en espérant que j'ai un peu d'argent et très vite je suis très mal à l'aise, donc je leur dis écoutez, je suis désolé, mais je peux vraiment rien vous donner, j'ai rien dans mes poches, quoi. Et sinon évidemment je leur aurais redonné quelque chose pour la musique qui était d'ailleurs très belle, et ils disent non, c'est pas grave, on va quand même jouer. Donc ils commencent à jouer, et puis finalement moi j'étais là assis sur mon banc, donc je commence à parler avec eux, on interagit, et très vite en fait il y a vraiment une vraie connexion qui se crée, et j'arrive moi, personnellement, j'arrive très vite à juger d'une personne en regardant ses yeux, en regardant son regard. Et là, il était d'une bienveillance, mais comme j'ai rarement vu chez quelqu'un. Et donc, je voyais qu'il avait vraiment envie de me faire plaisir et de montrer qu'il savait bien jouer de son instrument, et sa femme à côté qui chantait. Donc, on a créé cette connexion. Et puis, je leur ai dit, écoutez, si vous êtes encore là demain, je reviens et j'aurai une petite pièce à vous donner, quoi. Et il dit, ouais, ok, on sera là. Et donc, on revient le lendemain. Pareil, ils jouent, je leur donne une petite pièce. Et puis, il dit, tiens, est-ce que ça dit de venir chez moi? Je vous invite chez moi, quoi. Et donc il nous invite, et sur le chemin il s'arrête sur les petits marchés. Enfin, t'avais des petits vendeurs de légumes le long des routes, quoi. Donc chaque fois il s'arrête, et chaque fois tous les 10 mètres il s'arrêtait, une courgette par-ci, une tomate par-là, un oignon par-ci. Et donc on comprend qu'ils nous invitent et qu'ils vont vraiment nous faire à manger, quoi. Donc ils nous invitent, et là en fait ils vivent dans un bidonville, donc ils ont juste une bâche, quoi, pour maison. Il y avait leurs 5 enfants, la grand-mère qui vivait là. Enfin, la famille était complète. Et là, ils t'invitent chez eux, ils ont rien, mais rien de rien. Et ils ont fait preuve d'une générosité incroyable. Et on a passé 3 heures à parler, à échanger, à chanter, à jouer de la musique. Et ce moment, pareil, pas lié à la photo, mais j'ai fait des photos forcément, mais pas lié à mon métier de photographe, mais plutôt à cette expérience de voyage, de photo de voyage, qui est pareil. Je pense pas que je revivrai ça un jour, tellement que c'était pas calculé, c'était bienveillant, c'était un bel échange, quoi. Et c'est vraiment ça dont je suis à la recherche aujourd'hui. C'est rigolo parce qu'on démarre l'épisode influenceur, on termine l'expérience de vie. Ah, mais à fond, mais moi c'est ça. C'est une bonne manière de terminer l'épisode, je trouve, non? Tout à fait. Moi, en tout cas, c'est ça. C'est de ça que je suis à la recherche aujourd'hui, quoi, dans ma vie. Ça résume ce que tu fais actuellement.
Si je te demande la dernière question de l'épisode, qui me recommanderais-tu pour un prochain épisode? Ça, j'imagine que tu l'as déjà. J'avais préparé. Alors, j'aurais pu t'en citer plein. Et là, pour le coup, je vais t'en citer un que j'aimerais moi aussi interviewer dans mon podcast. Je l'ai pas encore demandé, mais voilà, si tu l'as, tant mieux. C'est un photographe que je connais pas du tout personnellement. C'est un photographe français dont j'ai découvert le travail assez récemment, qui s'appelle Sébastien Zanella, qui a sorti pas mal de livres, je pense. En tout cas, j'ai acheté son dernier livre qui s'appelle My Life on Films et voilà, c'est un photographe qui a un univers très particulier. Et je serais vraiment très très curieux d'entendre ce qu'il aura à te dire et qui vienne partager son univers avec toi. Donc j'espère que tu pourras l'inviter dans on se refilera le numéro de téléphone. Le premier je l'ai pas encore. Ouais, voilà. Si jamais tu l'as, ça m'intéresse clairement. Si je l'ai, je te le donne. Si tu l'as, tu me le donnes et puis on s'arrangera, on échangera ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors là, attention, préparez-vous, il y en a pour 10 minutes là parce qu'il y en a. Bon, on peut me retrouver sur Instagram, même si je suis dans les stories, je suis actif quand même, mais en tant que post, je vais commencer à être de plus en plus actif vu qu'il y a des contrats qui arrivent là. Et donc sur Instagram, c'est le backpacker, mais il y a d'autres comptes sur Instagram qui existent aussi, qui m'appartiennent. Il y a Johan Delos tout simplement, où là je poste un peu de photos plus documentaires. Sinon il y a Photobook Junkie dont on a parlé récemment. Et puis, il y a l'Instagram du podcast qui s'appelle bluehour.club. Et le podcast, on le retrouve sur toutes les plateformes de podcast. Vous tapez Blue Hour Podcast, tout simplement. Et le site, c'est bluehour.club. Et sinon, on me retrouve sur YouTube aussi. Voilà, YouTube, où là, c'est simplement Johan Delos. Et là, je parle photo. Et je parle photo et métier photo. Et d'ailleurs, les épisodes du podcast sont aussi filmés et disponibles sur YouTube. Voilà. T'as pris de l'avance sur la vidéo. Ça, c'est bien. Voilà, exact. Tu vois, moi, ça fait partie des trucs qu'on essaie de me forcer à faire et que je résiste autant que possible. C'est du taf en plus, hein, vraiment pour le coup. Si j'avais que l'audio, ce serait beaucoup plus simple, mais le fait de filmer, en plus, t'es en dual cam. Quand j'ai deux invités, c'est du triple cam. Enfin, c'est du taf. Tu génères des fichiers pas possibles et c'est vraiment. Je crois que moi, je vais rester à l'audio pendant encore un certain temps. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, Johan. Mais merci à toi, Julien, c'était un plaisir. À très bientôt, je mettrai tous les liens pour te retrouver dans les notes d'épisode. Et à la prochaine. À la prochaine, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, c'est important et ça aide beaucoup à notre visibilité. Vous pouvez également aller sur le blog Dans l'œil du photographe à l'adresse www.dlodp.fr. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain épisode dans l'œil d'un nouveau photographe. Dans l'œil du photographe, merci, c'est fini.